Bonjour, bienvenue à ce présent épisode de Tête à tête entre médecins. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Steven Palenchuk. Bonjour, Steven. Bonjour. On va se tutoyer parce que, ça va être plus fluide. Je vais te laisser te présenter un petit peu, dire, tes études, puis où tu pratiques présentement. En fait, moi, je suis spécialiste en médecine interne. J'ai fait mon cours de médecine à l'Université de Sherbrooke, gradué en 2013, fait mon tronc commun, puis ma résidence en médecine interne générale à Sherbrooke également. J'ai fondé le service de médecine interne générale à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2018. Puis maintenant, je suis le chef des soins intensifs au même hôpital. Donc, déjà, la fibre d'innover puis de créer quelque chose dès ton début de parcours. Oui, en fait, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, en toute franchise. C'est une de mes mentors en médecine interne qui m'avait proposé ce projet fou que de démarrer un service à partir de zéro. C'est sûr que quand on sort de la résidence, on sort avec un élan, une énergie un peu accumulée, puis qui attend juste finalement d'être déployée. Fait que c'est avec cette énergie-là que j'ai commencé. C'est sûr que la première année, étant le seul interniste, j'étais de garde très souvent. Puis j'avais voulu m'impliquer là un peu partout dans l'hôpital, dans un paquet de comités. Recruter ma deuxième collègue à ma deuxième année. Puis la troisième année, on est en 2020, donc c'est la pandémie. Fait que c'est sûr que là, ça a été tout qu'un défi parce que justement, on était impliqué dans la gestion des soins intensifs. Puis c'est un souvenir en fait pour moi quand même assez marquant. Parce que on était beaucoup impliqués donc dans la préparation à la gestion de la crise. On voyait ce qui se passait en Italie, les respirateurs qui venaient à manquer. Puis le ministère avait développé en collaboration avec des éthiciens des protocoles pour savoir qui allait bénéficier du respirateur en cas de manque. Puis ça, pour moi, ça avait été très difficile. Parce que c'était contre mes valeurs. Moi, c'est sûr que quand je me suis embarqué en médecine, c'était pas pour ça, de pouvoir choisir comme ça qui allait vivre, qui allait mourir. Puis ce genre de blessure morale, c'était difficile à gérer parfois. Puis en toute franchise, entre toi et moi seulement, je suis jamais allé aux formations sur ce protocole-là parce que c'était trop contre mes valeurs. Puis je me suis dit, si jamais on en arrive là, ben on verra. Oui. Mais c'est sûr que en continuant de m'impliquer comme ça, éventuellement l'épuisement est arrivé à force de brûler la chandelle par les deux bouts. Cette énergie-là avec laquelle on quitte la résidence éventuellement, ça ne suffit plus pour être le moteur, puis pour faire du sens, je disais. C'est ça, en fait, qui m'est arrivé en premier. Je pense c'est que j'ai perdu le sens de pourquoi je faisais ce métier-là. Puis jusqu'à quel point est-ce que la pandémie n'a pas contribué à ça? Est-ce que ça a été comme un accélérateur? Est-ce que ça... Je pense que oui, la pandémie, c'est venu mettre en lumière des choses qui existaient déjà. Hein. Je pense que ça a démontré les vulnérabilités de notre système, puis au niveau des individus aussi, parce qu'on était privés de nos mécanismes de résilience usuels, d'aller voir des collègues, des amis, d'aller au gym. Fait que plein de ces réflexes-là qui étaient pas accessibles. Fait que c'est sûr que puis les enjeux aussi qui étaient très élevés de pas savoir vers quoi on se dirigeait, quel genre de problématiques on allait devoir affronter, de pas savoir quand ça allait finir non plus, parce qu'on savait qu'il y a eu un début qui était mars 2020, mais ensuite, personne ne savait. T'sais, on connaissait pas la maladie, puis on a construit l'avion en plein vol, Oui. finalement. Ils nous l'ont dit d'ailleurs régulièrement comme pour justifier, puis on peut comprendre que c'est une situation nouvelle pour tous. Mais disons,
toi, comme nouveau médecin, ça faisait pas quand même si longtemps que ça que tu pratiquais, est-ce que, hormis la pandémie, mais juste le fait de démarrer une pratique, tu dis on arrive, on a de l'énergie, c'est nouveau, on a hâte, hein, d'une certaine façon, à la fin de la résidence, de vraiment que ce soit plus concret, puis enfin d'appliquer. Mais en même temps, beaucoup de médecins rapportent que c'est en même temps un choc de se rendre compte de oh, c'est quoi vraiment pratiquer, là? Qu'est-ce que ça veut dire, les à côté? Comme tu me dis, on est souvent parachuté dans des nouveaux rôles. Là, on est chef de ci, des rencontres, des réunions. Donc, à quel point ça aussi pour toi, est-ce qu'il y a eu comme une espèce d'effet de oh, c'est pas du tout ce que je pensais que ça allait être ou c'est ça, mais je sais pas quoi mettre comme limite. Ça a été quoi le... Ben, c'est sûr que en étant chef fondateur, je voulais quand même plaire puis démontrer ma valeur, hein, montrer que j'avais une pertinence puis une utilité. Puis peu importe les spécialités, le début de pratique, je pense que les premiers 5 ans, c'est difficile, c'est une Oui. grosse adaptation. Puis souvent que la médecine, c'est un trouble d'adaptation chronique qui dure plusieurs années, dont on ne se remet que très rarement. Mais particulièrement les premières années, effectivement, on rajoute des rôles, puis un niveau de responsabilité, puis d'imputabilité que quand on est du côté, quand on est plus apprenant, finalement, on ne voit pas nécessairement tout ce qu'il y a derrière ce niveau de responsabilité-là. Puis oui, les rencontres, les activités cléricales, mais aussi les exigences du système avec lequel on doit composer, puis parfois les frustrations qui viennent avec. Oui, puis on est dans une ère là où il y en a quelques-unes en lien avec des projets de loi, en lien avec, toutes sortes de facteurs qu'on contrôle pas tant que ça quand on est un soldat en pratique, là. Je t'ai entendu quelquefois dans les médias. Je sais aussi que tu veux passer certains messages quelquefois, puis que tu le fais bien. Donc, est-ce que tu te sentirais à l'aise de nous partager justement cet épisode de ta vie où tu t'es ramassé à te dire, ben là, moi, ça fonctionne pas du tout là en ce moment, là, puis je prends un arrêt. Ben, c'est sûr que, comme je le disais plus tôt, la perte de sens, ça a été quelque chose pour moi qui a été très difficile. J'ai eu une personne avec qui j'ai étudié qui est décédée précocement d'une maladie fulgurante. Puis quand des choses comme ça arrivent, c'est dur de donner du sens de ça. Puis le réflexe, ça a été de tomber dans le cynisme, puis de me dire, ben si des choses insensées comme ça peuvent survenir, ben c'est quoi le sens de mon travail? C'est quoi mon rôle là-dedans? Puis honnêtement, je savais pas. Puis, à ce moment-là, on s'investit tellement aussi. Je pense qu'on se sacrifie beaucoup pour la cause, puis pour notre rôle, que ça devient finalement tellement partie de notre identité. On fusionne notre identité personnelle avec notre identité professionnelle quand on choisit une profession soignante. Puis, éventuellement, quand ça prend toute la place, à ce moment-là, quand les gens me demandaient, ben reconnecte à tes passions ou qu'est-ce que tu aimais faire ou qu'est-ce que tu aimes faire, c'est quoi tes besoins? Honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. J'avais tellement mis de côté ces choses-là pour le bien de la cause qui était apprendre la médecine puis la pratiquer, qu'éventuellement, j'en étais venu qu'à me déconnecter tout à fait de ce qui se passait. Puis je pense que c'est cette déconnexion-là qui est le début de la pente glissante. Fait que de perdre le sens, de se déconnecter à ce qui se passe à l'intérieur. Puis des fois, ce qui se passe à l'intérieur, on s'entend, c'est pas toujours agréable. Puis c'est plus facile, je pense, quand on est dans notre rôle de médecin, d'être du côté de la table du soignant que de la personne soignée. Puis de se dire, ben de se pencher vers l'autre, l'acte de soigner, je trouve toujours que c'est quelque chose qui est très noble. Hein? Tu sais, soigner, on donne une partie de soi, puis je pense que la grande majorité d'entre nous, on le fait avec une vocation, puis
avec un grand amour de la profession, mais des fois, c'est un peu aussi en termes de réflexe de fuite, que je dirais, parce que c'est plus facile de prendre soin de l'autre que de prendre soin de moi. Puis je m'entendais souvent conseiller des patientes, des patients sur comment bien prendre soin d'eux, comment avoir des bonnes habitudes de vie, comment avoir un équilibre. Puis ensuite, de me dire dans ma tête, ouais, mais toi, qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Puis de ne pas savoir finalement comment passer à l'action. Parce que je savais tout ça. C'était pas un problème de connaissance. Ça, c'est un autre constat que j'ai fait, c'est que les connaissances pour bien prendre soin, c'est dans le sens large du terme, je les avais parce que je les enseignais moi-même à mes patients. Puis, je connaissais l'existence du programme. Fait que je savais que de l'aide était disponible, mais je me disais que c'était pas le bon moment ou je suis pas encore rendu assez loin dans mon épuisement pour avoir besoin de demander de l'aide. Parce que dès le début en médecine, on apprend à montrer, à jouer un rôle, que je veux dire, ce rôle de professionnel-là, qui devient un peu une façade. Mais cette façade-là, éventuellement, ça devient des murs, puis on s'enferme à l'intérieur. Puis je pense que comme médecin, ça prend une humilité, des fois, de se dire, ben c'est correct de vivre des choses difficiles. On est humain, on travaille avec d'autres êtres humains, puis ça vient avec des risques. Soigner, c'est sûr que ça vient avec des risques. L'élément déclencheur, je vous dirais, de ma phase plus de crise, c'est quand j'ai perdu des collègues qui ont mis fin à leur jour. C'est très confrontant sur sa propre souffrance. Parce que à ces moments-là, je me suis dit, ben ça pourrait être moi. Ou ça aurait pu être moi. Puis c'est difficile de se dire à ce moment-là, ben est-ce que je suis rendu maintenant au point de demander de l'aide, de mettre un genou à terre pour dire, ben j'ai besoin qu'on vienne me soutenir. Puis du moment entre où est-ce que j'ai pris la décision de demander de l'aide, puis où j'ai appelé le programme, c'est écoulé des mois. Puis j'imagine que c'est le cas de beaucoup de médecins qui font appel à vous. Oui, vraiment. Puis, il y a encore quand même beaucoup de tabous hein, à consulter, même peu importe la génération de médecins, là, il y en a encore beaucoup, pour toutes sortes de freins, que ce soit la confidentialité, que ce soit mon problème est pas assez grave, que ce soit j'ai pas le temps, mon problème est sans doute ridicule. On en entend plusieurs là, freins là, à la consultation. Puis comment toi tu le vois ça dans notre société médicale? Comment ça se fait qu'il y a... Parce que oui, il y a des données, mais il n'y en a pas tant que ça là, sur les freins à la consultation. Toi, tu le perçois comment tout ça? Là? Je dirais intuitivement, je savais que le problème était culturel. On sait que notre communauté médicale, on s'est bâti justement, je pense, des mécanismes de protection pour protéger le public, protéger la profession. Mais éventuellement, ce qu'on appelle le curriculum caché, hein, c'est tous ces enseignements-là qu'on apprend durant nos études médicales, autant au prédoctoral que durant la résidence. Il y a les choses officielles qui font partie du programme d'enseignement, puis il y a toutes les choses officieuses qui sont à côté, qui sont plus les normes, les aspects vraiment culturels. Donc, quelles sont les attentes implicites qui sont pas nécessairement nommées, qui vient avec la culture du sacrifice, l'incompatibilité entre le fait d'être un patient et un médecin, la stigmatisation aussi, beaucoup. Puis autant celle qu'on intériorise que celles qui viennent de nos collègues. Puis c'est ce que j'ai parfois trouvé difficile, c'était que on se plaint souvent qu'on travaille dans un système qui est difficile, qui est dysfonctionnel, puis je pense que sur plein de niveaux, c'est très vrai. Sauf qu'il faut avoir l'humilité d'avouer que nous aussi,
on fait partie de ce système-là. Puis j'ai été témoin, malheureusement, de collègues ou d'étudiants, d'apprenants qui ont été victimes, finalement, d'autres collègues qui, je pense, projetaient peut-être une image de personnes invincibles, puis qui avaient des attentes qui étaient complètement irréalistes. Puis toute cette intuition-là a été en fait objectivée et quantifiée dans une étude là, parue récemment d'une doctorante en psychologie belge qui s'appelle Emily Banks. Puis elle a fait en fait sa thèse de doctorat sur la santé mentale puis l'épuisement professionnel chez les médecins. Donc un peu dans le thème d'aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je me permets d'en parler un peu parce que son étude là, qui est parue en avril dernier, c'est une étude quantitative, une population d'au-dessus de 1000 médecins, principalement belges, qui ont répondu à un questionnaire sur les éléments qui composent la culture médicale. Puis, elle avait aussi dans son questionnaire là, une mesure standardisée du burn-out, de l'épuisement, des mécanismes de compensation comme la consommation d'alcool, l'abus de substances, la tendance à l'autoprescription, au présentéisme, fait que des comportements comme ça qu'on pourrait voir apparaître en cas d'épuisement. Et puis, ce qu'elle a constaté, en fait, là, dans ses études, c'est qu'au niveau des causes culturelles, il y avait 3 dimensions principalement dans lesquelles on pouvait expliquer l'épuisement chez les médecins. La première, c'était la culture du sacrifice puis l'engagement excessif. Donc là, je regarde ça, puis je me suis reconnu quand même. Puis j'ai reconnu plusieurs d'entre nous, effectivement, parce que tu sais, la fusion identitaire dont je parlais tantôt, le fait de vouloir donner, ben c'était finalement la dimension qui ressortait comme étant la plus statistiquement significative en termes de risque d'épuisement. La deuxième, c'était en fait le mythe de l'invulnérabilité. Donc, cette incompatibilité-là entre le fait d'être un patient puis un médecin, puis toutes ces attentes implicites-là qu'on n'a pas le droit d'être malade. Puis ça, je l'ai entendu souvent, puis je l'ai constaté souvent. Moi-même, j'ai déjà eu des problèmes de santé relativement sérieux. Puis je me suis présenté à ma garde quand même parce que c'était ça qui était attendu. Ouais. Puis aussi par une certaine culpabilité, hein, par rapport à nos collègues, envers soi, envers les patients. Je sais que si je m'absente puis que je dois annuler toute une clinique, ben la secrétaire, la pauvre secrétaire qui va appeler les patients pour annuler, ben elle veut pas toujours se faire recevoir de manière agréable, là. Puis des fois, les patients ont cette illusion-là que les médecins, on n'est jamais malade, alors que c'est faux. On est tous et toutes à risque, comme tout le monde. Mais cette culpabilité-là, je l'avais aussi envers mes collègues parce que je sais très bien que si moi, je dois ralentir pour prendre soin de moi, ben c'est mes collègues qui vont devoir en faire plus. Il n'y a pas moins de journées dans une année, il n'y a pas moins de gardes à couvrir, il n'y aura pas moins de patients malades qui vont se présenter à l'hôpital. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si tout le monde étire l'élastique, puis que mes collègues doivent prendre le relais, ben je suis à risque de les épuiser, eux aussi. Fait que c'est sûr que cette culpabilité-là, des fois, fait qu'on ravale notre propre souffrance. Puis la troisième dimension, c'était cette stigmatisation-là. Donc, autant celle qu'on a envers nous-mêmes, de se dire, ben je suis pas assez fort, ou si j'ai tous ces problèmes-là ou cette fatigue-là, c'est que j'ai besoin de vacances. Je vais toffer jusqu'aux prochaines vacances. Puis ensuite, ça va aller mieux. Ou je vais être dans une période, on va avoir des nouvelles recrues dans le service qui vont arriver. Puis on est tout le temps en train d'avoir une espèce de gratification retardée, mais qui n'arrive jamais. Puis la chose que j'ai trouvée la plus intéressante dans son étude, c'est qu'un des facteurs qui est ressorti comme étant protecteur,
puis c'était la recherche de sens. Donc, cette capacité-là que certains ont de donner du sens à leur travail, pourquoi je fais ce métier-là, de se rappeler pourquoi on est allé dans cette branche-là, c'était finalement protecteur. C'était aussi corrélé à l'engagement excessif. Mais ça rejoint d'autres études, ce bout-là, en tout cas, là, qui ont été faites, entre autres par Shanafelt ou d'autres, où si tu as 20% et même un peu moins d'activités au sein de ta pratique qui te satisfont particulièrement, tu es protégé contre l'épuisement professionnel. Mais des fois, lorsqu'on pose même cette question-là, nous, on le présente des fois au PANC, là, dans le cadre de présentation et tout. Puis quand on demande aux gens, vous pensez que c'est combien le pourcentage? Ils vont dire 50, 60 ans. On pense que c'est beaucoup plus élevé, ce pourcentage-là, qui doit être présent, alors que c'est pas forcément si élevé que ça. Puis lorsqu'on leur demande, ben vous, c'est quoi votre 20%? De la difficulté à le dire, un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quoi mes besoins, c'est quoi que j'aime. On a de la difficulté à bien se connaître, même comme médecin. Donc, la connaissance de soi, là, on ne nous a pas appris ça. Ouais. Mais en fait, on nous a appris exactement l'inverse. Exactement. On nous a appris à se déconnecter. Oui. On se fait dire il faut être empathique et non pas sympathique. Oui. Souvent, ça revient. Oui. Je le comprends parce qu'à un certain point, on est exposé à tellement de souffrance puis de misère que si on se laissait atteindre par tout ce dont on est témoin, c'est sûr qu'on pourrait pas faire ce métier-là très longtemps. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine distance professionnelle, mais pas de là à devenir robotique non plus. Puis je pense que de prendre conscience de cette humanité-là, en tout cas pour ma part, ça fait de moi, je pense, un meilleur soignant. Puis d'avoir été dans le fauteuil de la personne soignée, oui, ça donne une douche d'humilité, mais ça m'a donné aussi une autre perspective par rapport à mes patients. Puis j'ai une meilleure empathie maintenant parce que je comprends aussi l'importance du poids des mots. Oui. On sous-estime souvent les mots que, comme médecin, on choisit de dire ou de ne pas dire peuvent être blessants, puis même marquants pour certaines personnes. Puis ça, je pense que ça prend, pour avoir cette vulnérabilité-là, il faut se connaître, effectivement, mais je pense que c'est un choix. Être vulnérable, c'est un choix, parce que je peux choisir de me laisser atteindre, comme je peux choisir de me distancier. Mais si je fais le choix de l'humanité, finalement, je pense que c'est ça que les patients, les familles apprécient. Oui. Puis si on me demande, moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, il y a 5 ans, j'aurais pas été capable de répondre à cette question-là. J'aurais parlé du travail, j'aurais parlé de l'impact sur la vie des patients. Nous, en médecine interne, c'est sûr le raisonnement clinique, puis les investigations, les maladies rares, la stimulation intellectuelle, c'est toutes des choses qui sont motivantes, mais ce qui fait du sens pour moi, c'est la connexion. C'est la connexion avec les patients, puis la capacité de décider de montrer une facette de nous qui est humaine, tout simplement. Puis je pense que les patients, puis les familles nous le retournent 10 fois plus. Puis, est-ce qu'il y a une certaine limite de ta part à cette autodivulgation-là? Tu sais, autant au niveau, il peut y avoir public général, comme aussi dans ta relation avec tes patients. Est-ce que tu y vois une limite qui peut être saine ou tu choisis les personnes avec qui tu le fais, j'imagine? Comment tu l'encadres? J'ai fait le choix de cette autodivulgation-là en mentionnant dans les médias mes phases plus difficiles où j'ai eu des idées suicidaires, où j'ai eu à composer avec des troubles de dépendance aux substances. Puis le fait d'en parler, je dis souvent que de parler d'une réalité,
en fait, de ne pas parler d'une réalité, ça va pas la faire disparaître. Puis, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des médecins qui vivent avec des troubles de dépendance. Puis c'est tabou. On n'en parle pas. C'est même, à la limite, déontologiquement reprochable. Mais je pense que si on se met dans l'optique de la protection du public, justement, si on veut vraiment protéger ce public-là, je pense qu'il faut faire en sorte que les médecins puissent sortir de la honte pour aller chercher l'aide, pour aller faire une démarche où on pourra changer ces comportements-là, les comprendre pour pouvoir les changer. Puis je pense que cette ouverture-là, ça redonne du pouvoir sur sa propre histoire, parce que ça enlève beaucoup de levier sur les personnes autour de moi, parce que je n'ai plus rien à cacher. Puis, plus on en parle, plus c'est facile. Puis, plus j'en parle, plus j'ai du retour positif, aussi autant de la part de mes collègues que de la part des patients. J'ai des patients qui me reviennent depuis quelques semaines avec des témoignages qui sont très touchants, puis qui nourrissent encore plus le sens de ce que je fais là. Donc, pour moi, c'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde. Puis, il faut montrer aussi que on est capable de faire des choix pour protéger la profession. Puis, à un moment donné aussi, il faut être responsable au point de vue de la sécurité. Mais une fois ça fait, ben je pense qu'il faut dépasser le comportement pour aller voir la souffrance. De se donner la permission d'être vulnérable, d'aller chercher l'aide. Puis je pense que cette authenticité-là va beaucoup soigner le syndrome de l'imposteur que j'avais beaucoup, que j'ai encore aujourd'hui, mais je réalise que je peux pas être un imposteur quand je suis vulnérable. Je pense comme société aussi, on est un petit peu en train de s'éloigner d'une dichotomie. Il y a des gens qui sont en santé mentale correcte, puis il y a des gens qui sont pas en bonne santé mentale, là, tu sais, qui ont des troubles de santé mentale. Je pense qu'on est en train de le voir un peu comme la santé physique, dans le sens qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas de problème de santé physique, puis d'autres qui en ont. C'est-à-dire, tu peux en avoir à un moment donné, tu n'en as pas à d'autres moments. Tu peux avoir des maladies chroniques. C'est la même chose en santé mentale. On peut avoir des épisodes, on peut avoir une maladie chronique, mais il n'y a personne qui en est épargné de ce risque-là aussi. Donc, on n'est vraiment pas tout à fait rendu là, dans les perceptions, mais est-ce que toi, tu perçois qu'on est en train de migrer dans des discours différents vers d'autres choses? Parce qu'on peut inclure les dépendances comme étant un enjeu de trouble de santé mentale ou pas, dépendamment. Puis ça n'a même pas d'importance. En fait, est-ce que c'est une consommation à risque? Est-ce que c'est un comportement à risque? Est-ce que c'est un trouble? On ne veut même pas tomber dans trop de catégorisation ici, dans le but de cette discussion-là, mais est-ce que tu le vois, toi aussi, quand même, ce changement-là Quand même, puis je pense que la distinction que tu faisais entre santé et maladie mentale, déjà, c'est très important parce qu'on peut vivre avec une maladie mentale, puis être en très bonne santé mentale, puis être dans une phase très stable avec un bon réseau, puis vivre des stresseurs ensuite, puis les vagues de la vie qui sont ce qu'elles sont, ben des fois, cette santé mentale-là peut fluctuer, puis c'est normal. Mais je pense que cette ouverture-là de la société à parler, on commence à l'avoir un petit peu plus. Il faut se donner la permission de ne pas être parfait. Puis, je pense que d'avoir cette capacité-là à s'exprimer, ça fait en sorte que on est des meilleurs soignants, je pense. Puis, du point de vue de la population, en tout cas, si je me fie à mes patients, ça a été noté très positivement.
Donc, je pense que oui, il y a une ouverture, mais il faut l'assumer. Cette divulgation-là ou cette discussion-là de société, elle va pas survenir toute seule. Fait que c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. Il faut passer à l'action. Moi, c'est quelque chose que je trouvais difficile, c'était que j'étais beaucoup dans le marchandage. De dire, ben, j'ai pas assez de temps, ou je suis occupé avec ci, avec ça, ou je suis pas assez malade, etc. Mais je pense que éventuellement, il faut commencer par des petits pas. Puis on commence par ce qu'on peut contrôler. Donc, moi, je contrôle pas mes collègues, je contrôle pas le système, je contrôle pas mes patients, mais je me contrôle moi-même. Je contrôle mes réactions. Je contrôle mes perceptions aussi des situations. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on peut avoir le plus de pouvoir sur notre propre stigmatisation. Changer notre propre discours. Exactement. Oui, tout à fait. Puis, tu as parlé tantôt d'un sujet qui lui aussi est encore tabou beaucoup, qui est en lien avec ce qu'on vient de dire ou pas. Les taux de suicide quand même chez les médecins. Et c'est quand même élevé, on le sait. Il y a des récentes études qui ont démontré que chez les hommes, ce serait peut-être comme la population générale ou peut-être un petit peu plus bas finalement, si c'était plus récent. Mais chez les femmes, un médecin, 4 fois, est plus élevé que la population générale. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. On met une espèce de mur, ça arrive, c'est un peu camouflé. Quelquefois, c'est médiatisé, là. C'est pas forcément une bonne chose parce que c'est pas toujours bien médiatisé non plus. Donc, toi, tu as parlé que tu avais eu aussi, dans tout cet épisode-là, des idées suicidaires. Comment tu les as affrontées, j'oserais dire, ces idées suicidaires-là? Puis, qu'est-ce que tu aurais peut-être à dire, je sais pas, pour les autres qui en ont, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui en ont déjà eu, qui en auront. Il y a des études épouvantables qui ont démontré que quelquefois, il y avait jusqu'à 30 à 40 des médecins qui en ont eu au courant de leur carrière. Donc, c'est énorme. C'est énorme, puis ça devrait pas être acceptable. Puis ça, je pense que c'est ce qui maintenant m'a révolté le plus, c'est notre indifférence. Je pense qu'il témoigne d'un malaise. C'est pas qu'on est insensible. Au contraire, je pense que ça nous affecte tout le monde énormément. Je suis pas mal convaincu que tout le monde connaît des gens à différents niveaux de la carrière, même étudiants, résidents, médecins en exercice, malheureusement. Puis je pense que d'accepter le statu quo comme étant une fatalité, je pense que c'est une des premières erreurs. Donc, je pense que d'assumer que le suicide ne devrait jamais être une option. En aucun cas. Puis, d'aller chercher l'aide, de ne pas rester seul, parce que ces idées-là, quand elles viennent, elles sont envahissantes. Puis ça peut être difficile des fois de les faire taire. Puis on a honte aussi beaucoup de même les avoir, ces idées-là. Puis je pense qu'éventuellement, ce qui m'a sauvé dans mon cas, c'est d'en parler à des personnes de confiance. Des collègues, entre autres, puis en nommant aussi cette réalité-là, ben ça rend la chose concrète. En verbalisant ses émotions ou ce qui se passe à l'intérieur, je pense qu'il y a quelque chose de psychologique qui se passe quand on est capable d'extérioriser une souffrance, que on dirait que ça la rend plus légitime peut-être, mais en même temps, ça fait en sorte que l'autre personne qui accueille ça, si elle est bienveillante, ben, elle peut pas rester les bras croisés. C'est un peu, j'appelle ça une bombe, là, quand on accueille ce genre de choses-là, ben, éventuellement, il faut intervenir. Puis, à ce moment-là, c'est là que je me suis mis vraiment concrètement à la recherche d'aide, puis où je me suis dit, ben, c'est pas vrai que je vais finir comme ces collègues que j'ai connus.
Puis malheureusement, il faut voir ça, ces pertes-là, comme des pertes inestimables, je dirais, là, parce que cette souffrance-là, elle était là depuis très longtemps. Ouais. Puis c'est quelque chose qui s'accumule, qui se sédimente depuis très longtemps, plusieurs années, souvent même. Puis éventuellement, quand on consulte ou qu'on demande de l'aide, ben on est déjà très avancé. Puis je pense que c'est une des choses que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'il faut intervenir avant. Il faut pas attendre d'être dans le baromètre rouge de notre santé psychologique pour faire appel à l'aide à des services. Je pense au programme, mais je pense au soutien entre pairs dans nos milieux, à des amis, à des d'autres, du support anonyme, s'il y a des enjeux de troubles de dépendance. Je pense que de se sortir de son propre isolement, ça va faire partie de la solution. Au-delà de ça, je pense qu'il faut aller dans la prévention. Parfait. Parce que là, beaucoup, on est dans l'intervention quand on est dans la situation de crise ou qu'on se dirige vers la crise. Mais je pense qu'il faudrait éventuellement agir en amont bien avant. Même étudiant en médecine, peut-être même avant. Je veux dire, il y a des choses qu'on devrait remettre en question dans ce curriculum caché-là qu'il faudrait arrêter d'accepter. Puis c'est pas parce que des générations de médecins avant nous ont vécu des réalités qu'on se doit de les reproduire avec les générations suivantes. Puis je pense qu'à un moment donné, ça prend un pivot. Puis il faut dire, à partir de maintenant, on n'accepte plus ça. Puis comment on peut faire autrement pour prévenir finalement les prochaines crises? Puis je sais que tu as choisi des stratégies à mettre en place aussi qui sont bénéfiques un peu pour les autres parce qu'en consultant, tu as découvert qu'il y avait des failles quand même dans le système quand un médecin est à la recherche d'aide, quand il revient au travail, etc. Puis tu as choisi de t'investir quand même tu sais, au niveau personnel, professionnel, là, si je peux dire. Donc, tu sais, je sais que tu as un podcast que tu fais, tu as une plateforme que tu as mis en place aussi éventuellement, là, peut-être pour aller à la recherche de ressources pour les médecins. Donc, tu sais, tu as eu plusieurs idées. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces autres actions-là? Du sens. Oui, encore. On revient Encore et au toujours. sens parce que je me suis dit comment faire en sorte que des tragédies comme ça arrivent plus. Puis, je me suis dit ensuite, de quoi j'aurais eu besoin? Ouais. Quand j'étais dans cet état-là, qu'est-ce que ça m'aurait pris pour aller mieux? Puis, je pense que les initiatives institutionnelles, formelles, elles ont leur place, mais en même temps, quand on a tellement plus d'énergie, que moi, les groupes de soutien ou des activités de méditation de pleine conscience, quand on est largement dépassé ce niveau-là, je voyais ça comme un fardeau. Oui. Une autre chose à faire. Une autre chose à faire dans la to-do list. Puis à un moment donné, je voulais trouver un meilleur équilibre puis pas en rajouter. Fait que de pouvoir me dire, comment j'aurais aimé naviguer dans ce système-là ou comment j'aurais aimé être accompagné. Puis, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans le système. Le programme en est une. Ça a été pour moi la porte d'entrée. C'est le programme qui m'a référé à des ressources localement. Mais en même temps, le programme a ses limites en termes de capacité d'intervention. Je veux dire, vous avez des médecins conseils qui sont extraordinaires, mais en même temps, il n'y a pas une quantité infinie. Il y a un réseau de contacts, d'aide professionnelle, mais en même temps, c'est pas nécessairement tout le monde qui a cette sensibilité-là,
que de venir en aide à des pairs, à des soignants, parce qu'il y a un peu un malaise des fois. Mais ensuite, donc, je me suis dit, ben, si nommer ces vulnérabilités-là peut faire en sorte d'aider d'autres personnes, ben, je vais essayer de le faire. Puis, ma vision initiale, c'était vraiment de monter une plateforme d'accompagnement pour les soignantes, les soignants qui pourraient vouloir naviguer dans ce système-là à différents paliers d'avancement de leurs problématiques. Fait au niveau de l'auto-soin, l'autogestion, quand ça va bien, mais qu'on veut cultiver ce bien-être-là. Ensuite, ben, le soutien entre pairs de manière un petit peu plus connectée, organisée, systématisée, anonyme aussi, parce que je pense que la confidentialité, on l'a nommé, c'est une valeur qui est très importante pour les médecins. Puis finalement, ben, d'être connecté à l'aide professionnelle. Je me suis rendu compte, par contre, qu'en médecine, avant d'offrir un traitement, ça nous prend un diagnostic. Puis j'avais pas compris encore le diagnostic. Moi, dans ma grande naïveté, ben, je me suis dit, on va offrir un service qui va être parfait, entre guillemets, mais même si j'offrais cette perfection-là qui n'existe pas, si les médecins n'ont pas la capacité d'avoir, d'accepter leur propre vulnérabilité pour aller chercher cette aide-là, je passe à côté de l'objectif complètement. Puis la preuve, c'est que je pense en 2024, au niveau du programme, vous me corrigerez, vous avez 4,4% des médecins qui ont fait appel à vous, alors qu'on sait qu'il y a un pourcentage probablement beaucoup plus significatif que ça qui vivent des symptômes en lien avec des problématiques de santé mentale. Donc, je pense que ce gap-là, c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Puis, la démarche du balado, c'est ça. Donc, c'est d'aller à la rencontre des gens, des soignantes, des soignants, des proches endeuillés, des expertes, des experts en santé mentale, pour comprendre, finalement, mais il est où notre problème, nos problèmes, puis pas juste aussi ce qui est négatif, mais ce qu'on fait bien aussi, parce que je veux dire, c'est pas juste du noir dans notre réalité. Il y a plusieurs zones de lumière, mais je pense que des fois, on les vit tellement dans l'isolement qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe, même dans la cour de notre voisin, de notre collègue médecin. Où on le voit, mais on n'est pas à l'aise d'intervenir. Ça m'est arrivé souvent à l'hôpital de voir un ou une collègue qui avait des difficultés ou qui semblait différent, plus impatient, plus irritable, plus cynique, de me dire, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, mais de ne pas me sentir outillé pour intervenir. Alors que je suis moi-même un indien. Oui, ben, le programme, justement, je fais pas nécessairement de promotion ici de tout ce qu'on fait au programme, mais on a une formation là-dessus aussi, comment approcher un collègue. Puis on va lancer beaucoup un projet là, en 2026 de proximité, c'est-à-dire que dans chaque CIUS et CHU, qu'il y a des gens outillés, justement, pour venir en aide de façon plus ou moins formelle, là. Aux gens qui en auraient besoin. Puis on a parlé de prévention tout à l'heure. Hein. Je pense qu'on parle de plus en plus d'une pyramide où à la base, on doit mettre les choses en place justement pour que les médecins aient des bonnes conditions de pratique, soient épanouis au travail, etc. Puis avoir de moins en moins d'argent qui soit nécessaire à investir dans des soins très, très spécifiques. Il va en avoir toujours. Mais la pyramide des besoins de base, on la connaît, hein, la sécurité, un logement, l'alimentation, etc. Mais la pyramide, après, pour être bien dans son milieu de travail, bien, celle-là, elle reste vraiment à être mieux connue de la plupart des gens, effectivement. Là. Puis, ben, c'est sûr que là, on touche un peu au point de la reconnaissance. Hein, dans les médias, il se dit souvent plusieurs choses sur les médecins en généralisant. Puis ça, je vais parler pour moi, ça m'avait beaucoup affecté.
ces périodes-là où on a l'impression de s'investir, justement, de se sacrifier pour les patients, pour le système, de toujours avoir l'impression d'en faire plus, puis malgré tout, de se faire dire qu'on travaille pas assez, qu'on est paresseux, qu'on est fautif de mettre nos limites, alors que je pense que d'avoir cette sensibilité-là, de se dire, ben si le médecin qui met 3 jours dans la semaine, par exemple, au travail de bureau, ben peut-être que d'autres journées ou d'autres heures dans sa semaine qui sont passées à faire d'autres travails qui est peut-être invisible, mais qui est tout aussi important. Puis peut-être que la personne, l'individu, est un parent qui a des enfants à besoins particuliers, qui vit des difficultés conjugales, des enjeux de vie personnelle. Donc, on sait pas vraiment ce qui se passe derrière les chiffres. Puis, je pense que de nommer ces réalités-là pour montrer le visage humain, en tout cas, pour moi, le balado qui est soigné jusqu'à se briser, c'était pour montrer cette réalité-là. Puis, j'ai même eu des patients qui m'ont dit avoir écouté le balado, puis que ça leur a fait prendre conscience de « Ah mon Dieu, je savais pas que vous aussi, les docteurs, vous pouviez vivre un divorce. Mhm. Ouais. Comme tout le monde. Mais je veux dire, ces enjeux-là, il y a personne qui est immunisé. Mais je pense que plus on va en parler, plus on va être vocaux sur la place publique par rapport à ces enjeux-là. Je pense que ça va être au bénéfice de tout le monde. Puis, il faut être capable, je pense, de soutenir les gens à donner ce qu'ils sont capables de donner. Puis d'accepter que ça soit ça, en mettant des conditions favorables à l'épanouissement des gens. Parce que si on tire l'élastique trop, puis qu'on en exige toujours plus en donnant moins de ressources, bien éventuellement, quand il y a une brisure, bien là, c'est pas une réduction de service, c'est une perte. Puis une perte nette pour toute la société. Quand on perd une personne soignante, c'est toute la société qui est perdante. Puis je pense que de réaliser ça, ça peut être très gagnant. Oui, puis ça a même été démontré à des chiffres à l'appui, hein. C'est quoi le coût, justement, de tout ça. Puis au contraire, le bénéfice de favoriser aussi l'expérience du soignant à travers ses fonctions, au-delà aussi de réduire les coûts dans la santé, l'expérience patient, etc., que l'expérience soignant est aussi importante parce que pas de soignants, pas de soins, pas de services ou des services aussi quelquefois de moins bonne qualité. Donc, je pense que ça fait vraiment un bon résumé de ce que tu as bien voulu nous livrer aujourd'hui, Steven. Je te remercie beaucoup pour ton authenticité, ta générosité aussi, parce que ça demande, tu sais, il faut sortir un peu de soi. Puis, pour ce partage-là aujourd'hui, puis je pense que ça fait avancer justement nos soins de qualité que de partager ces expériences-là au profit de tout le monde. Donc, merci. Bien, merci de l'invitation. Merci.